bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur l'industrialisation du continent, avec un dossier consacré aux zones franches industrielles. Au programme également, le gouvernement sud-africain dément avoir préparé l'exfiltration du président soudanais Omar el-Béchir lors du dernier sommet de l'Union africaine. Et au Tchad, les nouvelles mesures sécuritaires face au terrorisme ne font pas l'unanimité. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes. Samuel Gambog, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. Le gouvernement sud-africain s'est donc expliqué ce lundi sur le départ du président soudanais Omar el-Béchir du dernier sommet de l'Union africaine, alors que la Cour pénale internationale demandait son arrestation. Le pouvoir sud-africain dément avoir organisé son exfiltration. Ibrahim Ndiaye. Le gouvernement sud-africain a-t-il aidé Omar el-Béchir à éviter son arrestation? C'est la question que se pose la Cour pénale internationale, la CPI. À Pretoria, la presse rapporte que l'exfiltration du président aurait été préparée par 5 ministres de la nation arc-en-ciel, une information qui oblige le gouvernement de Jacob Zuma à sortir du silence. Nous rejetons les informations selon lesquelles il y a une réunion et nous allons, comme nous l'a demandé la Cour de Pretoria, leur remettre notre rapport d'enquête. Il n'y a donc absolument pas de tentative de notre part de cacher quoi que ce soit. La fuite du président soudanais a été prise par les ONG et par la CPI comme une défiance du président Jacob Zuma qui, de son côté, dénonce un acharnement de la CPI sur les dirigeants du continent africain. Il est même certain que Jacob Zuma tacitement est laissé faire. Il est même certain que le gouvernement sud-africain est laissé faire et laissé Omar al-Béchir repartir tranquillement d'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, on voit très bien comment, au lieu de le laisser partir par l'aéroport international, il est reparti par l'aéroport militaire. Le président soudanais Omar el-Béchir est sous le coup de 2 mandats d'arrêt de la CPI pour génocide. Et son départ sans encombre de Pretoria constitue une violation de la constitution sud-africaine. Le rapport d'enquête du gouvernement sud-africain sera rendu public ce vendredi 26 juin. Samuel, d'après vous, est-ce que le gouvernement sud-africain avait à se justifier? Oui, le gouvernement sud-africain avait à se justifier parce qu'il s'agit quand même d'une question internationale de premier plan. Et il s'agit bien évidemment de la Cour pénale internationale qui, aujourd'hui, on le sait très bien, est aux prises avec les dirigeants africains qui ne voudraient plus que ces derniers puissent être convoqués à La Haye parce qu'ils ont le sentiment d'être les seuls à pouvoir être appelés à la Cour pénale internationale. Mais ce qu'il faut quand même souligner dans cette affaire, c'est que le président Omar el-Béchir n'est pas à sa première situation. On l'a vu au Tchad où la Cour pénale internationale avait également dénoncé l'absence de collaboration entre les différents États. Il y a des États qui ont ratifié le traité de Rome et qui doivent collaborer avec la Cour pénale internationale dans de telles situations. Mais ici, on voit très bien que le respect de cette exigence n'a pas été de mise. Et donc, peut-être que l'Afrique du Sud sera davantage amenée à se présenter et à présenter fermement sa position sur cette question. Jean-Marie, s'il est avéré que des responsables sud-africains ou que le gouvernement sud-africain a permis au président soudanais de partir de ce sommet de l'Union africaine, de partir du pays, quelles pourraient être les conséquences et qu'est-ce que cela traduit par rapport aux relations entre la CPI et les États africains? Vous savez que, Fanny, les relations entre la CPI et les États africains ont toujours été des relations relativement tendues. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on sait que les dirigeants africains se plaignent du fait que ils sont les seuls à être traduits, si vous voulez, sur ces pays-là. Donc, à partir de là, il y a une défiance généralisée par rapport aux chefs d'État africains. Donc, les chefs d'État africains, il ne faut quand même pas oublier que avant que le président el-Béchir ne se déplace du Soudan, il a demandé des garanties, comment diriger l'Afrique du Sud, de ne pas être extradé. Donc, ça, c'est un gouvernement qui donne sa parole à un président, si vous voulez, qui est président en exercice. Je ne suis pas là pour absoudre, si vous voulez, le génocide qui a eu lieu au Darfour. Bon, il y a pratiquement 300 000 personnes qui ont été tuées durant la guerre du Darfour, et toujours sous le président actuel. Mais à partir de là,
l'équité internationale, parce qu'il y a la justice d'un côté, il y a aussi l'équité, parce qu'il y a les chefs d'État africains qui sont levés, il y en a qui se sont posé la question de savoir comment se fait-il qu'on s'acharne sur les chefs d'État africains, alors que tout le monde a cité le cas de l'ancien président Bush américain. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été traduit à la CPI, au même titre que les autres présidents? Et ensuite, vous avez une seconde donne qui est la suivante, c'est que c'est la donne de l'immunité, si vous voulez, diplomatique, que la diplomatie dans le monde entier donne, si vous voulez, à certaines fonctions. Donc, à partir du moment où vous lancez un mandat d'arrêt international contre un président qui est en exercice, votre mandat d'arrêt international, normalement, si on regarde l'application du droit international, si vous voulez, sa validité, de mon point de vue, elle est nulle, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette immunité-là est reconnue à tous les présidents dans le monde entier. Comment se fait-il que les présidents africains, cette immunité-là ne s'applique pas aux présidents africains? Et je répète encore une fois, je ne suis pas en train d'excuser. Si vous voulez, le génocide, il est là. On ne peut pas en discuter sur ce point de vue-là. Mais ce qui semble inique aux Africains, c'est que la plupart du temps, ce sont des Africains qui sont traduits. Et il faut se dire une chose. On nous parle, si vous voulez, de la démocratie aux États-Unis, la liberté et tout ce qui s'ensuit. C'est un des pays, si vous voulez, leader qui, à la limite, veut tenir sa place pour essayer de faire progresser la démocratie dans le monde. Et c'est un des rares pays qui a refusé de signer, si vous voulez, ce traité-là dont Samuel parlait là tout à l'heure. Donc ça pose quand même un problème d'équité au niveau international, c'est-à-dire quand on juge les individus, quand on regarde les conséquences, c'est-à-dire les deux guerres d'Irak, il faut aussi éventuellement mettre ça en balance, comme le réclament les chefs d'État africains. Donc c'est une position qui est assez difficile, si vous voulez, à pouvoir donner une conclusion définitive là-dessus. Mais moi j'ai l'impression que, concernant les chefs d'État africains, la CPI commence à atteindre ses limites. Merci. Dans l'actualité également, au Tchad, les autorités ont annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité dans le pays après le double attentat de lundi dernier qui a fait une trentaine de morts. Des mesures qui vont de l'interdiction du port de la burqa, le voile intégral, au renouvellement des pièces d'identité qui ne font pas l'unanimité. Ibra Zindiaye. Au Tchad, les nouvelles mesures de sécurité divisent. Au lendemain d'attentats qui ont fait plusieurs victimes, le Tchad avait mis en place une série de mesures sécuritaires pour lutter contre les risques de nouvelles attaques. Parmi elles, on peut noter l'interdiction du port de la burqa et le renouvellement des pièces d'identité. Est-ce que l'enquête a apporté des preuves que les terroristes ont été identifiés et qu'ils portent des documents tchadiens alors qu'ils ne sont pas des Tchadiens? Le Tchad n'est pas le premier pays à avoir pris des mesures draconiennes pour lutter contre le terrorisme à travers le monde. Pour de nombreux spécialistes, les autorités devraient mettre sur place parallèlement une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la population pour accompagner ces dites mesures. Les mesures de sécurité prises par le Tchad sont importantes. Je pense même qu'elles sont impérieuses dans la mesure où il ne faut plus rien laisser passer. Le fait d'interdire le port de la burqa est une mesure de sécurité que tout pays sérieux devrait normalement adopter en de pareilles circonstances. Simplement, cette mesure tranche avec des habitudes confessionnelles d'une bonne couche de la population, ce qui n'est pas facilement acceptable. Maintenant, il faudrait peut-être que le gouvernement, au lieu de passer en vitesse dans la mise en œuvre de cette décision, devrait développer une communication gouvernementale qui puisse permettre de sensibiliser ces populations, que le gouvernement fasse très attention de peur d'ouvrir une nouvelle blessure dans le pays qui connaît déjà de fragilités internes assez inquiétantes. Rappelons que le Tchad est activement engagé dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram auprès de la coalition composée du Cameroun, du Niger, du Bénin, du Nigeria. N'Djamena devrait abriter le quartier général de cette force multinationale estimé à quelques 8700 soldats, policiers et civils. Un engagement militaire qui ferait de ce pays d'Afrique centrale la cible des islamistes de Boko Haram. Jean-Marie, est-ce que vous comprenez que ces mesures d'urgence contre le terrorisme prises par le Tchad soulèvent la polémique? Je ne peux pas comprendre ça. Vous-même venez de dire, Fanny, que ce sont des mesures d'urgence. Le Tchad est un pays qui est en guerre aujourd'hui vis-à-vis de la secte islamique Boko Haram. Donc dès l'instant que vous avez un certain nombre d'attentats qui se produisent, on ne va pas attendre, si vous voulez, des mois pour pouvoir prendre des mesures. On se trouve dans un état de guerre. Les décisions doivent être rapides pour être opérationnelles et efficaces, si vous voulez, dans le temps. Je comprends bien que ça peut heurter certaines personnes, mais moi je ne vois pas quelle est l'autre attitude qu'aurait pu adopter, si vous voulez, l'État tchadien. Dans la mesure où on ne peut pas, déjà,
c'est vrai que le Tchad est relativement bien outillé militairement parlant, mais on ne peut pas mettre un militaire, si vous voulez, derrière chaque personne. Donc le fait qu'on demande aux individus de ne pas porter la burqa, c'est pouvoir identifier les gens. Pouvoir identifier les gens dans une situation qui est très très critique vis-à-vis de l'environnement international, vis-à-vis même au niveau interne. Au niveau interne du Tchad. Donc, pour moi, ça me semble une mesure qui est tout à fait logique, puisque les mesures à caractère exceptionnel sont justifié par l'exceptionnalité de la guerre dans le pays. Donc à partir de là, moi je supporte tout à fait, si vous voulez, la position qui a été prise par N'Djamena de pouvoir interdire le port de la burqa de manière à identifier les individus qui sont dans la rue, qu'on puisse savoir, si vous voulez. Parce qu'on parle souvent ici, là, depuis qu'on parle de cette guerre-là, on parle de l'assistance de la population. Quand vous avez une population qui se retrouve face à une personne qu'elle ne reconnaît pas, bon, elle peut facilement porter l'alerte vis-à-vis, si vous voulez, de la police ou de l'armée qui circulent dans les rues de N'Djamena, et c'est tout à fait logique. Donc on ne va pas demander comment voulez-vous qu'une population puisse reconnaître les individus qui sont sous une burqa. C'est pas possible. Donc c'est un risque. Donc pour pouvoir minimiser ce risque-là, interdire le port de la burqa, pour moi, c'est une mesure qui se justifie en temps de guerre. Samuel, le Tchad est en première ligne des combats contre Boko Haram, mais également au Mali, dans le nord du Mali. Est-ce qu'on peut dire qu'il est désormais une cible privilégiée des terroristes ? Oui, c'est une cible privilégiée des terroristes. Si on lit l'évolution de la menace terroriste sur le continent, on voit très bien que la pratique développée par Boko Haram cadre avec celle développée par les Chebab, qui à un moment donné avaient perdu beaucoup de terrain face à la coalition internationale qui a permis d'accroître la puissance militaire des alliés sur le groupe armé. Et face à cette riposte, les Chebab ont développé une attitude asymétrique qui leur permet de perpétrer des attentats à la bombe, des attentats à l'improviste, et cela perturbe terriblement les forces de sécurité. Et ça, on voit très bien que Boko Haram est en train de développer également la même stratégie dans la région de la Commission des pays du Grand Lac. Et donc, forcément, il va falloir que les pays renforcent davantage leur dispositif de sécurité en interne, tout en multipliant aussi leurs capacités en termes de renseignement, en termes de recherche d'informations. D'où la nécessité de la collaboration entre la population et les forces de sécurité. Et Jean-Marie l'a très bien souligné, sans cette collaboration, les dispositifs de sécurité ne peuvent pas lutter efficacement contre le terrorisme. Et donc le Tchad a bien fait d'interdire, dans ces mesures d'urgence, le port de la burqa. Jean-Marie, certaines sources militaires évoquent un changement de stratégie de Boko Haram qui passe d'une confrontation frontale à une stratégie de guérilla. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'essaie de justifier les mesures qui sont mises en place. Les mesures qui sont mises en place depuis que cette guerre-là a commencé, si vous voulez, on parle de l'asymétrie. L'asymétrie de quoi? On a une asymétrie de tous les points de vue. On a une asymétrie de l'information. On a une asymétrie stratégique en tant que telle. Parce que vous n'avez pas un ennemi, ce ne sont pas deux armées qui sont face l'une à l'autre. Donc, il faut aussi développer les moyens, si vous voulez, qui concordent par rapport à la situation que vit le pays, qu'on vit sur le terrain. Et non pas tout simplement rester sur le plan théorique, c'est dire que bon, oui, je veux bien le droit. Le droit c'est une chose, la justice c'est une chose, mais quand un État se trouve en guerre, cet État-là agit par rapport à quoi? L'État agit par rapport aux moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir assurer la sécurité, si vous voulez, de la population dont Samuel parlait tout à l'heure. Et cette sécurité-là, vous ne pouvez pas l'assurer si vous n'avez pas la collaboration de la population. Et c'est une partie essentielle même, je veux dire, dans les dispositifs de défense qui pourront être mis en place par les États, la collaboration de la population, parce que, de mon point de vue, vous n'avez personne qui est mieux placé que la population, parce que dès que vous avez un étranger qui rentre dans le quartier, la population est à même d'alerter, comme je disais tout à l'heure. Donc, ces gens-là sont plus ou moins les vigies, si vous voulez, de la sécurité intérieure des pays qui sont en guerre, que ce soit le Tchad, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Niger. Pratiquement partout là où vous avez ces groupes terroristes-là qui œuvrent, il est important, c'est-à-dire d'impliquer la population de plus en plus là-dessus, parce que c'est une partie très très importante dans la défense stratégique du territoire. Merci, nous avons marqué une courte pause en instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.